Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Agir pour l'environnement, ce magazine unique 100% consacré à la protection de l'environnement local. Et cette semaine, nous allons parler d'énergie dans Agir pour l'environnement. Pouvons-nous raisonnablement penser à ne plus avoir besoin des hydrocarbures pour fabriquer de l'électricité? C'est la question qu'on va se poser tout au long de l'émission. On le voit bien, le réchauffement climatique, on le touche du doigt à Mayotte tous les jours avec le recul du trait de côte, mais aussi avec la sécheresse et la crise de l'eau, le recours aux hydrocarbures en quantité, faute d'autres options, pose question. Est-ce qu'il existe d'autres possibilités? EDM teste le biocarburant en partenariat avec Total Energy. Est-ce que c'est notre avenir finalement? Regardons ce reportage pour comprendre comment et où on fabrique le biocarburant qui est utilisé à Mayotte. Et puis avec nos invités, Karine Poisson, la directrice de Total Energy, et Claude Hartmann, le directeur d'EDM, nous parlerons d'énergie propre. Agir pour l'environnement, pour notre quotidien, bah oui, moi j'y crois. Tout de suite, regardez ce reportage signé Daniel Dunon et Ivan Rakotovao. Des milliers d'hectares de champs de colza en pleine moisson, dont une partie va être transformée en électricité pour Mayotte. La récolte est transportée par camion direction l'usine de la coopérative Centre-Ouest Céréales située à Chalandré en Nouvelle-Aquitaine. Ici, près de 240 000 tonnes de graines de colza sont déversées chaque année, puis travaillées à travers une chaîne de transformation très minutieuse. Le colza entre effectivement dans l'usine et à destination des presses de première pression, où le colza est pressé à froid. Ensuite, à l'issue de cette première pression mécanique, on n'a pas de chimie dans la pression, c'est que du mécanique. On a d'un côté un premier niveau d'huile, qui est une huile vierge de première pression, qui est magnifique. Vient ensuite une seconde pression à haute température, près de 100 degrés, suivie d'une phase de filtration. C'est de la filtration mécanique, il n'y a toujours pas de chimie. Et donc dans cette filtration mécanique, on enlève les plus grosses impuretés de l'huile. Et à l'issue de cette filtration, on a un léger traitement chimique, mais c'est assez simple. On met de l'acide pour aider à la précipitation des tout petites impuretés. Ensuite, on met de la soude pour remettre le pH à 0. Ensuite, on lave cette huile pour enlever toutes les dernières impuretés et les résidus d'acide et de soude. Et ensuite, on sèche cette huile pour avoir de l'huile semi-raffinée. Et c'est cette huile semi-raffinée qui va servir à fabriquer le biocarburant. L'huile semi-raffinée est totalement débarrassée des résidus solides que l'on appelle le tourteau. Le biocarburant est ensuite transporté par voie maritime jusqu'à la centrale EDM des Badamiers. Depuis 2021, l'énergicien y remplace progressivement le gazole trop polluant par des énergies renouvelables. Pas besoin de changer le moteur actuel, les premiers tests semblent très concluants. Pour nous, c'était une très très bonne réussite puisque ça s'est bien passé. Comme vous pouvez le voir, le moteur fonctionne très bien. Les paramètres de fonctionnement de ce moteur sont corrects et il correspond tout à fait aux caractéristiques du constructeur. Donc pour nous, aucun risque. L'avantage vraiment sur l'environnement, c'est au niveau du CO2. Donc en termes d'émissions directes, donc à la cheminée que vous voyez derrière, finalement on va avoir 0 g par kilowattheure de CO2. Donc à l'année, on va gagner à peu près 233 000 tonnes de CO2 par rapport au fonctionnement au gasoil. Efficace, avec un impact amoindri sur l'environnement, le biocarburant pourrait remplacer totalement le gazole dans la centrale des Badamiers d'ici l'an prochain. Bonjour Claude Hartmann. Bonjour Anne-Constance. Bonjour Karine Poisson. Bonjour Anne-Constance. J'aurais d'ailleurs dû vous dire bonjour en premier, pardonnez-moi. Pas de souci. Claude, le test qui a été donc réalisé à l'usine des Badamiers à Longoni, est-ce qu'il a été concluant? Largement, sur beaucoup de plans. En fait, on a tourné près de 5 semaines sur une de nos machines qui font l'électricité de Mayotte au quotidien. Et on a ouvert après la machine pour vérifier que les pistons, les segments, enfin c'est des termes techniques mais c'est l'intérieur du moteur, étaient en bon état après ce carburant inhabituel pour ces machines. Et en fait, on a eu, alors c'était pas une surprise puisqu'on s'y attendait, mais malgré tout, on a eu la confirmation que finalement ce produit génère moins d'imbrûlés
Ça veut Il dire est quoi? plus propre. C'est-à-dire qu'en fait, Un brûlé. quand un résidu, c'est pas un résidu d'ailleurs, de l'huile végétale est brûlée, parce que c'est bien ça qui se passe dans Bien un sûr. moteur, ça laisse moins de traces noires, si vous voulez, de choses L'impureté. qui finalement, à la fin, nuisent au bon fonctionnement du moteur. D'ailleurs, le produit est un peu plus décapant, ça nettoie un peu. Il est plus clair, et donc on avait vraiment une machine, on avait envie d'y mettre les mains après, si vous voulez, pour dire les choses comme ça. Donc ça, c'est sur l'aspect usure des machines, 100% de résultats, donc on n'est pas inquiet de ce changement. Et sur un autre aspect, au niveau des émissions, on a pu mesurer que tous les polluants effectivement diminuent, en plus du CO2, sauf un qui est les oxydes d'azote. Et c'est normal, c'est structurel, c'est d'ailleurs pas un polluant, c'est le fait d'avoir une combustion avec de l'eau à l'intérieur qui fait ça. Mais c'est un polluant qu'on sait capter. Et donc aujourd'hui, on a un chantier pour prévoir le passage qui va nous permettre de diminuer en réalité les émissions, mais parce qu'on met, un peu comme sur les voitures d'ailleurs, un pot catalytique à la sortie de l'usine de Badamier, qui est en cours de construction. Et donc les oxydes d'azote seront filtrés par ce pot catalytique, ou c'est un chantier à prévoir de traiter par la suite? C'est un chantier qui est en cours. Celui-là a commencé. En fait, on souhaitait déjà limiter ces oxydes d'azote sur le gasoil. Et donc, on l'a commencé au départ à l'imaginer pour du gasoil, mais en fait, il va nous servir pour le bioliquide. Alors, Karine Poisson, vous dirigez Total Énergie Mayotte, et c'est vous qui fournissez à EDM ce biocarburant. Alors, Total Énergie qui passe de l'hydrocarbure à l'énergie propre, c'est un changement de stratégie, ou c'est une évolution du fonctionnement de votre entreprise? En fait, c'est une évolution tout à fait en ligne avec la nouvelle stratégie Total Énergie annoncée maintenant depuis 2021, qui est vraiment de fournir de plus en plus d'énergie, parce que les besoins énergétiques dans le monde, et à Mayotte en l'occurrence, augmentent. Mais par contre, on veut réduire les émissions. Et il n'y a pas tellement de solutions, en fait, autres que de changer d'énergie. Alors, le bioliquide en est une, il y a l'éolien, il y a le solaire, etc. Il se trouve que pour EDM, c'est le bioliquide qui est le plus adapté, puisque comme l'a dit Claude Hartmann, en fait, les moteurs n'ont pas besoin d'être changés pour accepter ce nouveau type de carburant. Donc oui, effectivement, c'est la meilleure solution aujourd'hui pour répondre à la fois à la volonté de Mayotte d'avoir une énergie plus propre, tout en préservant en fait la production électrique nécessaire pour le développement de l'île. Alors ça veut dire que maintenant Total Énergie a deux types de bateaux qui arrivent à Mayotte, des bateaux remplis d'hydrocarbures habituels, ceux qu'on connaît, et de nouveaux bateaux qui apportent du bioliquide. Voilà, en l'occurrence, c'est pas forcément Total Énergie qui va fournir le bioliquide. Aujourd'hui, il y aura un appel d'offres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y aura toujours un bateau qui va apporter des hydrocarbures. Ce bateau, il vient des Émirats Arabes Unis. Et il y aura un bateau qui apportera du bioliquide. Et ce bateau, il arrivera aujourd'hui de Métropole. Pourquoi Métropole? Parce que c'est le seul endroit, en fait, où on a les capacités de production de colza nécessaires à la production de ce bioliquide. Quand vous dites ça, ça veut dire que la France est leader dans la production de... L'Europe, en tout cas, est leader. C'est une excellente nouvelle. Oui, en tout cas sur le colza. Oui, en tout cas sur le colza. Claude Hartmann, par rapport dans la suite de ce test, quelles décisions vous avez prises pour EDM, et justement dans votre stratégie que vous avez déjà expliquée sur ce plateau d'ailleurs, de vous départir progressivement des hydrocarbures? En fait, le mix aujourd'hui en matière d'électricité, parce qu'après, l'électricité n'est qu'une partie de l'énergie consommée à Mayotte. On a le routier, on a le bois, enfin il y a plein d'autres énergies, le gaz. Enfin, pour la partie électrique en tout cas, l'origine aujourd'hui de l'électricité, et j'ai le plaisir de vous dire qu'aujourd'hui on a 7% d'énergie solaire. Oui. C'est mieux, parce que l'an dernier, encore à 5, on a fait un pas en avant, parce qu'il y a eu beaucoup d'installations de mise en service. Bon, 7%, ça peut paraître peu, mais ça correspond à un certain moment de la journée à plus de 20% de l'énergie produite à un moment donné. C'est-à-dire quand il fait soleil, par exemple à midi, aujourd'hui, tel que c'est parti, on aura 20% de l'énergie à midi qui va être solaire. On comprend bien d'ailleurs qu'à minuit, le solaire ne produit pas. Ça vient aussi de là. Je vous dis que cette énergie-là progresse, mais on voit qu'on est très loin de 100%. Et pour passer à 100%, il y a une solution simple, c'est de changer de carburant dans les centrales. Et c'est donc ce chemin-là que j'ai proposé à mes actionnaires. J'ai proposé au département,
et nous-mêmes l'avons tous ensemble proposé à l'État, et qui a été validé récemment. C'est-à-dire que la programmation pluriannuelle de l'énergie a été signée par le gouvernement pour Mayotte. En tout cas, une partie de cette programmation. Et dedans, on demande en fait maintenant, avant c'est moi qui demandais, maintenant c'est l'État qui demande à EDM de convertir ses centrales à ce bioliquide. Donc, j'ai envie de dire, le coup de sifflet de départ, enfin de départ, non, le départ a été donné il y a longtemps, mais la validation définitive est tombée. Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer à investir dans des marchés pour amener le produit, parce que on a parlé tout à l'heure que ça tournait déjà, oui, ça tourne, mais c'était ponctuel, c'était pour montrer que c'était possible. Là, on va passer en phase industrielle, et donc effectivement, on aura des appels d'offres, on verra comment ça se passe, mais on est maintenant en phase active de conversion. On peut espérer que l'usine des Badamiers, par exemple, puisque c'est sur cette usine-là que vous avez commencé les tests, elle fonctionnera 100% au biocarburant d'ici combien de temps ? Eh bien, moi, je pense, et en tout cas, on s'organise pour, qu'en 2025, ce sera le cas. En fait, pourquoi je ne peux pas tout de suite amener, c'est intéressant, du bioliquide dans cette centrale, alors même que prochainement, il y en aura dans l'océan Indien, parce qu'on n'est pas les seuls à convertir nos centrales. La Réunion le fait aussi. Et donc, on aura de ce produit qui va circuler dans l'océan Indien, venant effectivement de France. Et on pourrait en disposer, puisque s'il y a des bateaux, on peut faire un stop devant Badami. En fait, on a constaté qu'on avait besoin de créer un deuxième tuyau. J'appelais ça avec mes mots, hein, c'est assez simple. Pour passer du bateau jusqu'au stockage terrestre, oui, une canalisation. Parce que techniquement, on ne peut pas passer dans la même canalisation que les carburants avions. Or, à Petite Terre, il y a du carburant avion qui passe dans le tuyau, il n'y en a qu'un aujourd'hui, et donc je dois en construire un autre à côté pour pouvoir amener mon bioliquide par la mer. Et ça prend un petit peu de temps. Et c'est ce qui prend un peu de temps, exactement. Donc là, on parle des Badamiers. On a une autre grosse et belle usine, EDM, à Longoni. Pour cette usine-là aussi, vous prévoyez une transformation vers du biocarburant ? Alors, je leur dis, on me demande maintenant de le faire. Donc je suis très content de m'exécuter. Mais en fait, voilà, tout le monde est OK avec ça. Oui, et là, il y a encore une autre nuance, c'est que sur Longoni, ça va être des quantités plus importantes, c'est une usine plus récente, plus puissante, de nature à changer un peu l'équilibre de ce qu'on peut faire dans l'océan Indien. Autant Badamier, ça peut être quelque part un sous-produit du flux réunionnais, autant Longoni, ça passe pas, parce que sans être comparable, c'est à peu près la moitié du flux réunionnais. Ah oui. Et oui, et donc on va devoir être un peu plus créatif, probablement imaginer des stockages, probablement imaginer des solutions. Et donc ça va prendre un peu de temps, mais chez Total Énergie, chez Karine Poisson, on a aussi besoin de construire un stockage à l'intérieur même du site de Total, parce qu'il va falloir séparer. C'est des produits qu'on ne peut pas mélanger, qu'on ne doit pas mélanger. Donc il faut deux flux différents. Et pour l'instant, on manque d'un bac de stockage à Total Longoni pour faire ça. Et donc cette construction prendra aussi quelques années, ce qui fait que techniquement, je saurais faire Badamier d'ici 2 ans maximum. Je saurais faire probablement Longoni d'ici 4 ou 5, parce qu'il y a un peu de technicité à mettre en amont. Alors justement, Karine Poisson, on l'a vu dans le reportage, les bateaux, ils viennent de métropole, c'est très très loin, on parle d'empreinte environnementale. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? Peut-être, là on parle de colza, il y a peut-être d'autres matières premières qui pourraient servir à faire du biocarburant ? Oui, tout à fait. En fait, on est en train d'étudier une solution alternative qu'on proposera à EDM le temps venu, parce que ça prend un petit peu de temps. Dans le cadre du projet Mozambique, LNG, dont on parle régulièrement à Mayotte, on est en train de construire une unité de production de biocarburant à base de noix de coco. Aujourd'hui, cette unité de production, elle était destinée uniquement à pourvoir en fait l'usine de gaz. Pourquoi pas demain... La vôtre en fait. Oui, la nôtre, mais oui. Finalement c'était de l'usage interne. Bien sûr. Pourquoi pas demain revoir finalement la taille de cette usine pour pouvoir alimenter Mayotte en biocarburant, non pas à base de colza, mais de noix de coco. L'avantage, c'est que le Mozambique, c'est à côté, et qu'en termes d'émissions sur le transport, on gagnerait quand même beaucoup, et on aurait en termes de coopération régionale un intérêt certain en fait à apporter des solutions comme ça croisées. Donc c'est une solution qu'on est en train de creuser, qui n'a pas encore été proposée à EDM, parce qu'on veut d'abord s'assurer d'avoir la capacité de produire ce qui est nécessaire. Vous l'avez vu dans le reportage, c'est quand même beaucoup d'hectares nécessaires pour pouvoir produire le biocarburant nécessaire. Donc
Voilà, on est en train de creuser. Ça sera plutôt à la bascule de Longoni, je pense qu'on pourrait être prêt à proposer cette solution. Donc le colza, la noix de coco, est-ce qu'il existe d'autres matières premières ? En fait, presque tout ce qui produit de l'huile. À partir du moment où il y a une graine oléagineuse, elle peut produire de l'huile. Donc on pourrait faire ça avec des noix de cajou, je ne sais pas. Après, il faut qu'il y ait un intérêt, évidemment. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que dans les biocarburants, c'est quand même souvent soit du colza. On a aussi beaucoup à base de sucre, c'est ce qu'on voit par exemple au Brésil, soit plutôt des huiles type noix de coco. Et ce qui n'est pas tellement apprécié chez nous, c'est tout ce qui est huile de palme aussi. Alors, il y a quand même, madame, monsieur, une question de fond qui se pose sur l'utilisation des biocarburants et voilà, il faut qu'on se la pose, nous, ici, sur le plateau. Le biocarburant, les hectares de colza en métropole, pour faire du biocarburant, est-ce que finalement, ça ne va pas convaincre progressivement les agriculteurs à se détourner de la production agricole alimentaire au bénéfice du carburant, parce que c'est mieux payer la tonne et acheter plus cher. Donc voilà, quand on a besoin d'argent, on se dit oulala, l'agriculture c'est pénible, le biocarburant c'est plus facile et ça coûte, je suis mieux rémunéré. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Si, mais il y a aussi des normes. Et donc les biocarburants, aujourd'hui utilisés d'ailleurs à la pompe en métropole, quand vous prenez du B7 ou du B10, qu'on appelle les carburants propres diesel, en fait, c'est ce même produit injecté à 7%, à 10% dans le gasoil. C'est exactement le même produit. Et donc, en fait, il y a aujourd'hui un marché, c'est vrai, avec sûrement des gens qui investissent et des questions qui se posent sur est-ce que je fais du colza ou est-ce que je fais du raisin, sans doute. Oui. Ou du blé pour faire du pain. Oui, absolument. Mais il y a des normes aussi européennes là-dessus qui finalement permettent de vérifier que ces produits, d'abord, ne contiennent pas de produits illicites. Effectivement, la palme lait aujourd'hui. Et en fait, la palme lait, là, en l'occurrence, non pas à cause de ce qu'il y a dedans, c'est parce qu'on n'arrive pas à contrôler la destruction de la forêt vis-à-vis de l'usage agricole, justement. Et donc, nous, on a décidé, et c'est pour ça aussi, peut-être qu'au début, on va peut-être pas travailler avec Total, parce qu'on va probablement travailler avec les agriculteurs en mettant le niveau le plus haut d'exigence. Après, je ne sais pas si Total pourra suivre, peut-être, mais en tout cas, on va commencer à lever l'exigence au maximum pour être sûr d'être dans les normes qui évitent que le produit, d'abord ce sera une traçabilité 100%, pour avoir le champ dans lequel ça pousse, et c'est ce qu'on a fait, dans le reportage. Le produit est tracé, c'est-à-dire on sait d'où il vient exactement, en l'occurrence aujourd'hui de France, mais ça suffira probablement pas à terme, il faudra que ça vienne de l'Europe, donc tracé. Et deuxièmement, on vérifie que ce champ-là ne servait pas avant à nourrir une population. Enfin voilà, on est dans cette logique d'éviter une confrontation d'intérêts. Et c'est la norme qui le dit. Et c'est pour ça qu'on va commencer à appliquer cette norme en mettant du plus, pour commencer probablement avec du produit français. Après, je pense oui, on peut le faire ailleurs dans le monde, parce qu'on peut aussi, si on veut, appliquer cette norme au Mozambique ou ailleurs. Et donc, je pense que ce marché-là va s'ouvrir. Mais aujourd'hui, le choix qu'on a fait, et on n'est pas les seuls, EDF fait la même chose, c'est de dire on veut le taquer, on veut la meilleure certitude pour éviter ce type de... c'est pas des polémiques, d'ailleurs, c'est un vrai risque, je suis d'accord. C'est un risque, et donc pour l'écarter, on met la norme à son maximum pour s'assurer qu'on n'a pas ce problème au démarrage. Et pour la suite, on verra comment on gère les appels d'offres du futur. Donc, je reviens à la question de départ qui était de se dire, est-ce que pour la production de l'énergie, on peut rêver à se passer des hydrocarbures? J'en déduis que la réponse, quand je vous écoute tous les deux, j'en déduis que la réponse est... Sur l'énergie oui, sur l'électricité, pardon, oui. Oui, sur l'électricité, la réponse est oui. Oui, tout à fait. Donc à l'horizon de 10 ans... Je vais vous citer quelqu'un qui s'appelle Rudolf Diesel. C'est un nom... On imagine qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a inventé le diesel, qui est en fait une machine assez extraordinaire, qui a plus de 100 ans. Elle a 113 ans maintenant. Et cette machine extraordinaire, en fait, dès qu'on met dedans un gaz ou un liquide inflammable, quel qu'il soit, elle a le don de s'auto-entretenir. C'est-à-dire, c'est pas une machine où il y a une explosion, on ne met pas une étincelle. C'est une machine dont la compression suffit à faire le cycle d'après. C'est auto-entretenu. Bon.
Donc il a inventé ça, et c'est donc un petit génie, mais il a aussi dit, si quand même, parce que voilà un produit Quelque largement part, oui. utilisé dans le monde, hein, on peut dire que c'est même probablement un de ceux qui est le plus utilisé. Il a aussi dit, cette machine est faite pour marcher avec de l'huile végétale. C'était sa première idée, et c'est comme ça qu'il l'a conçu. Il a été rendu malade par le fait que finalement c'est des hydrocarbures qui ont été utilisés. Bon, là on est dans les années 20, donc il était malheureux finalement de son invention. Mais moi je pense que l'histoire va finir par lui donner raison. C'est-à-dire comme on ne doit pas extraire du sol le CO2 qui est enfoui, l'idée d'utiliser de l'huile qui du coup n'en produit pas puisque la plante absorbe du carbone et le restitue au moment de la combustion. Et donc je pense que lui il n'avait pas le réchauffement de la planète en tête, c'était pas ça. C'était pas un sujet. Mais son idée, je pense qu'elle va finir par aboutir. Alors, on a un mix énergétique dans les usines qui est composé de quoi finalement aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 100% gasoil. Oui, j'ai du solaire sur les toits, mais enfin, je ne vais pas me cacher derrière les 1% que je produis, c'est 100% gasoil. 100% gasoil et les 7% de solaire. Oui, mais ça, alors EDM n'est pas très présent. Vous savez Oui. qu'on a choisi de démarrer, donc on a maintenant nos propres installations, on est en train de prendre des parts de marché, mais au départ, on avait zéro. Donc on va contribuer à cette production solaire, mais qui, quoi qu'il arrive, ne sera pas dépasser les 20-25% à terme. Ça ne va pas être possible. Parce que aller plus loin, ça veut dire ne plus avoir de machines tournantes. C'est quoi une machine tournante? C'est les gros moteurs. En fait, je vais vous le dire autrement. Quand vous faites un court-circuit de la consommation, si vous n'avez pas une certaine inertie qui tourne, et bon, en Europe par exemple, c'est des dizaines de réacteurs nucléaires, de centrales diverses et variées, vous ne pouvez pas fournir les variations. Ah oui. Et le solaire, au-delà du fait d'être intermittent, n'a pas de force pour aller pousser si la demande augmente rapidement. C'est des choses que le solaire ne sait pas faire. Et donc, je pense qu'encore un certain temps, on aura besoin de machines tournantes dans le mix énergétique, surtout dans les îles d'ailleurs, et donc ça a toute sa place. Un moteur diesel, bien sûr propre, mais un moteur diesel a toute sa place. Karine Poisson, chez Total Énergie, vous avez ces cellules de recherche-développement, forcément. Vous avez, quelle est par exemple dans votre relation avec EDM, puisque j'imagine bien qu'il y a forcément des échanges quasiment quotidiens sur l'arrivée des bateaux, les besoins, enfin, quelquefois ça doit être, je suppose, pas toujours évident. Quel apport en réflexion, en technologie, vous, en tant que spécialiste des hydrocarbures et du carburant au sens large, même propre, qu'est-ce que vous apportez à Claude Hartmann dans ses réflexions quotidiennes pour envisager son mix énergétique? Bon, en fait, la discussion qu'on a avec EDM, elle est surtout sur la bascule vers le bioliquide, soyons clairs. On est évidemment ouvert à d'autres sujets, comme ce qu'on disait sur le solaire. Si demain il y a des appels d'offres sur le solaire, Total Énergie saura accompagner aussi EDM ou le département sur ces sujets-là. Oui, puisque vous avez une filiale qui s'appelle Total Solar. Exactement. Et qui est déjà présente à Mayotte. Et qui est présente surtout à La Réunion, effectivement, mais qui couvre aussi Mayotte. On a des sujets où on sait Mayotte n'est pas forcément une bonne cliente, c'est l'éolien. Qui n'est pas adapté du tout à l'île. On se pose des questions sur la géothermie. On est parfois acteur aussi sur ces domaines. On regarde. Le problème, c'est qu'il y a des failles sismiques. Enfin, l'idée, c'est à chaque fois de cocher des cases, entre guillemets. On regarde ce qui est possible de faire dans l'île, on en discute avec EDM et on voit si ça a du sens dans le cadre de la production électrique. Après, il y a d'autres sujets, et je pense que Claude pourra en parler, c'est plutôt sur la régulation électrique. Donc on réfléchit effectivement à comment la compagnie peut accompagner le réseau, on va dire, à se stabiliser et à répondre à la demande à tout moment. Le problème dans une île, c'est qu'il faut un réseau le plus stable possible. Et honnêtement, à Mayotte, on est plutôt bien servi. On a très peu de coupures, on a quand même un très bon niveau de prestation. Mais pour ça, il faut aussi s'assurer d'avoir, entre guillemets, des routes de secours quand il y a des grosses demandes en électricité. Et ça, on essaye d'apporter aussi des solutions avec l'évolution technologique, entre autres sur des batteries. Et là, je pense que Claude pourra donner quelques exemples sur le sujet. Pas que Total Énergie d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres acteurs sur le sujet. Donc Claude, si on se résume, dans 10 ans, il n'y a plus d'hydrocarbures dans les usines de Total. Quand bien même vous construiriez une 3e usine, puisque les besoins augmentent. L'usine d'EDM. Qu'est-ce que j'ai dit? De Total. Oh non, je me suis trompée.
Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça nous donne du coup l'occasion, j'allais presque dire la force, mais le droit aussi, de proposer des extensions dans nos propres usines. Parce que on ne pouvait pas imaginer vouloir étendre ou augmenter la capacité de production de Longoni ou de Badamier en proposant du gasoil aujourd'hui. On le voit bien avec la fin des moteurs thermiques en 2035, ça ne pouvait pas être la solution. Donc là, oui, on retrouve le club, on crée même le club des producteurs bio 100% propres, et donc on va pouvoir postuler à des extensions des usines existantes, et on le fera. Avant de créer un troisième moteur, pour augmenter la capacité de production des deux qui existent déjà. C'est ça, exactement. J'ai largement commencé à réfléchir, en particulier pour Badamier, qui est, alors paradoxalement, l'usine la plus modeste, mais d'abord on voit que c'est la première à se convertir. Et deuxièmement, elle a des toutes petites machines qui datent des années 80. Si on les enlève, ça fait de la place pour une grosse. Et donc on est parti, je pense, pour proposer quelque chose à Badamier dans les mois qui viennent, et quelque part participer à la concurrence pour le futur, parce que aujourd'hui c'est un marché en concurrence. On se rappelle que la production, et Karine a tout à fait raison, Total peut postuler, mais tous peuvent postuler, tous les producteurs du monde peuvent postuler à Mayotte, et donc on aura notre solution, nous, dans le concert du futur. Ce qui n'empêche pas d'imaginer l'après 10 ans, avec, oui, la géothermie sans doute, avec peut-être du solaire en dehors du terrestre. Peut-être sur la mer, on verra. Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et en tout cas, ça pourrait être constitué des solutions, alors au-delà d'être vertes, autonomes. Parce que finalement, le seul défaut du bioliquide, c'est qu'il faut le faire venir. Du coup, je rejoins l'idée que s'il peut venir de moins loin, c'est mieux. C'est mieux. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. Je pense que là, vous nous avez fait rêver. On attend de verdir notre électricité. Merci beaucoup, Karine Poisson. Merci. Claude Hartmann. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite dans APE avec un autre sujet.